À l'été 1998, Anna Keller, 7 ans, a disparu du salon familial alors que des dessins animés passaient à la télévision. Pas de vitres cassées, aucune trace de lutte. Son ours en peluche préféré avait également disparu. Tout le monde pensait qu'elle l'avait emporté avec elle lors de sa disparition. 16 ans plus tard, son frère a aidé à vider la chambre de leur ancien voisin après sa mort. Et sous le lit de l'homme, il trouva l'ours en peluche d'Anna. Caché à l'intérieur, il trouva quelque chose que personne n'était censé découvrir. Un secret si tordu qu'il força la police à rouvrir une affaire enfouie depuis 16 ans. L'ours était la dernière chose qu'Ethan Keller s'attendait à revoir. C'était fin mars lorsqu'ils emballèrent la maison de Dal Whitmore. Le cœur du vieil homme avait lâché dans son sommeil. Il ne restait plus de famille, à l'exception de son frère Alan, qui n'avait pas pris la peine de venir à l'enterrement ni pour la remise des clés. Ethan accepta le travail parce que c'était payant. $50 pour aider le propriétaire à traîner les meubles moisis de Dal jusqu'au trottoir, à empiler des cartons pour Goodwill, à balayer l'odeur de cigarettes froides et d'urine de chat qui avait imprégné le tapis depuis la fin des années 80. À 3 maisons de chez sa mère. Même pâté de maison, même trottoir fissuré sur lequel il s'était écorché les genoux 1000 fois quand Anna était encore là. La chambre de Dal était la dernière à disparaître. Fouiller dans la commode d'un mort semblait inconfortable, les rangées soignées de chemises en flanelle, les piles de rechange de ses appareils auditifs, les épais flacons d'ordonnances qui ne l'avaient finalement pas sauvé. Ethan tira les tiroirs, retourna le matelas, repoussa d'un coup de pied les pantoufles qui sentaient la naphtaline et la sueur. Puis il la vit. La boîte à chaussures était enfoncée profondément sous le cadre du lit, juste assez pour qu'il faille ramper à plat ventre pour l'extraire. Il la tira dans la lumière jaune et fade qui filtrait à travers les stores. Assis en tailleur sur la moquette usée, il retira l'élastique cassant, réduit en poudre dans ses mains de vieux reçus, des lettres éparses, quelques polaroïdes, et au fond, un amas de fourrure grise emmêlée. Il le souleva, le souffle coupé. Un ours en peluche bon marché, celui auquel Anna s'accrochait chaque nuit, chaque sieste sur le canapé, chaque fois qu'elle avait peur de l'orage. Sa fourrure était inégale, une oreille tombait de côté là où la couture avait sauté, et sur la patte droite, un fil rose délavé tourbillonnait. Anna, sa mère, y avait brodé son nom elle-même le soir où Dal le lui avait offert pour son 7e anniversaire, disant que cela l'empêcherait de le perdre à l'école ou au parc. Ethan le retourna dans ses mains, son pouce effleurant l'oreille effilochée, la fourrure agglomérée raidie par la poussière. Le souvenir le frappa brutalement, Anna assise en tailleur par terre dans le salon, l'ourson sous le menton, regardant les dessins animés du samedi matin. Son rire quand Dal lui tendit le cadeau, tout emballé dans du papier cadeau bon marché. Maman s'occupant du gâteau sur la table de la cuisine. Alan debout à côté de Dal, souriant comme un oncle fier. Il serra le ventre de l'ours. Quelque chose bougea à l'intérieur au pas doucement. Un clic sourd et dur. Il fronça les sourcils. Serra à nouveau. Certainement quelque chose de profondément enfoui. Ethan déchira la couture arrière avec son pouce, sentit un vieux fil céder, s'enfonça avec ses clés de voiture jusqu'à ce que le trou s'élargisse. Une petite boule tomba dans sa paume, un micro-magnétophone. Cabossé. Le modèle bon marché, avec du ruban adhésif sur un côté, des éraflures sur la fenêtre en plastique. Il le retourna, les doigts engourdis. 16 ans. Une partie de lui avait envie de le laisser tomber là, de le remettre dans la boîte, de la glisser sous le lit et d'oublier qu'il l'avait vu. Mais il imagina Anna, ses petits doigts effleurant le nom brodé de l'ours. La façon dont elle le tirait contre elle quand elle s'endormait sur le canapé, et dont il lui arrachait la télécommande des mains molles. Elle avait 7 ans, lui 9. Il avait promis à maman de la surveiller pendant qu'elle réglait les factures. Il avait tourné la tête vers des dessins animés et des céréales froides. La porte s'ouvrit en grinçant derrière lui. Lorsqu'il se retourna, le canapé était vide. L'ours avait disparu. Anna aussi. Pas de lutte, pas de traces de pas, juste la porte moustiquaire qui s'ouvrait à la brise estivale. Il tourna l'enregistreur dans sa paume, s'attendant presque à une étincelle ou à un sifflement.
mort, visiblement. Il regarda l'ours, mou, creux, et sentit son estomac se nouer. Pourquoi le vieil homme au sourire inoffensif, voisin bienveillant avec ses histoires de réparation de clôture gratuite gardait-il cela enfoui sous son lit? Pourquoi garder l'ours d'Anna? Ethan se leva trop vite. La boîte à chaussures s'étala sur le tapis, les polaroïdes se déployant en éventail. Il aperçut Dal souriant à côté d'un pick-up cabossé. Une image floue des barbecues de Dal dans le jardin. Une autre image d'Alan adossé à la balustrade du porche, une cigarette au bec. Il fourra l'ours sous son bras et fourra le magnétophone dans la poche de son manteau. Son cœur battait à tout rompre. Ce vieux goût amer de panique qu'il croyait avoir enfoui depuis des années. Dehors, la voix du propriétaire parvint du salon, lui demandant s'il avait fini, s'il pouvait empiler les cartons au bord du trottoir. Ethan ne répondit pas. Il enjamba les photos renversées, sa botte en appuyant sur l'une d'elles, le sourire en coin d'Alan se leva sous son talon. Il referma la porte derrière lui, l'ours serré contre sa poitrine. Il ignorait ce qu'il y avait sur cette cassette. Il ignorait pourquoi Dal l'avait caché toutes ces années. Il ne savait même pas s'il voulait l'entendre. Mais il était sûr d'une chose, quoi que cet ours transporte à l'intérieur, c'était à Anna. Et cette fois, il ne détournerait pas le regard. Ethan Keller ne rentra pas chez lui tout de suite. Il se gara à 2 pâtés de maison de là, moteur coupé, l'ours sur les genoux, comme s'il allait lui murmurer quelque chose s'il le fixait assez longtemps. Il ne pouvait pas encore le rentrer. Il ne pouvait pas risquer que maman le voie au pas comme ça. Elle avait été si douée pour faire semblant, pour accumuler des années de souffrance derrière des sacs de pharmacie et des demi-sourires polis. 16 ans d'Anna disparue, Ethan, laisse tomber, s'il te plaît. Et maintenant, il était assis dans le noir avec ce satané ours qui aurait dû disparaître avec elle, lourd dans ses mains comme s'il savait ce qu'il avait fait à sa famille. La micro-cassette cliquetait dans la poche de son manteau. Il la sortit sous la lumière du plafonnier. Un truc bon marché, cabossé. De la crasse dans les plis. Il ouvrit le compartiment à pile avec l'ongle du pouce. Mort, bien sûr. Ethan fouilla sous les sièges à la recherche de piles de rechange. Il trouva de vieilles serviettes, des tickets d'essence, un vieux paquet de chewing-gum. Pas de chance. Il claqua la boîte à gants si fort que l'ours s'écroula du siège. Il le rattrapa par la patte avant qu'il ne touche le sol. Fil rose. Anna. Clair comme de l'eau de roche. Il se rendit au seul endroit ouvert à minuit, la station-service du coin, celle où il volait des bonbons avec Anna avant qu'il ne soit assez grand pour savoir ce qu'il en était. Le caissier le regarda à peine lorsqu'il laissa tomber un paquet de SA sur le comptoir. Ethan ne dit pas un mot, se contenta de glisser l'argent sur le plastique collant et ressortit. Dans la cabine du camion, il ouvrit le paquet avec ses dents. Les mains tremblantes, il enfonça les piles à l'envers une première fois, siffla un juron, les retourna à droite, referma le couvercle. Il poussa un soupir qui ne voulait pas venir. Clic. Un léger sifflement, puis le silence. Il ajusta la petite molette avec son pouce, puis une voix petite, douce, rauque, mais suffisamment claire pour lui donner un coup de poing en plein ventre. Je m'appelle Anna Keller. J'ai 7 ans. Si tu retrouves mon ours, dis à maman que j'ai été sage. Dis-lui que je n'ai pas pleuré quand il m'a dit de me taire. Ethan serra le volant si fort que ses jointures le brûlèrent. Il pressa l'enregistreur plus près de son oreille. Des parasites, un bruit de pas traînant, du tissu effleurant le micro. Puis une autre voix masculine, plus basse, proche du micro, mais étouffée, mi-chuchotée, mi-menaçante. Silence, mon petit. Tu sais ce qui arrive si tu ne le fais pas. Ça suffit, maman. Un petit halètement, puis le silence. La cassette s'arrêta net. Ethan resta assis là un long moment, l'ours sur les genoux, le magnétophone à nouveau mort dans sa main, comme s'il avait rendu son dernier souffle juste pour l'éventrer. Plus jamais maman. Qui diable parle à un enfant comme ça? Il le rembobina d'un doigt tremblant. Le rejoua encore et encore.
Silence, mon petit. Plus jamais maman. Pas la voix de Dal. Trop rauque. Dal avait une voix douce, mielleuse, douce. Celle-ci était plus dure, plus méchante, plus saccadée, et fatiguée de faire semblant. Oncle Allan dit, on part bientôt en voyage. Il entendait sa petite voix dans sa tête, se superposant à la bande. Un souvenir qui n'en était pas vraiment un, juste de la terreur présentée comme une réalité. Allan, le frère de Dal, celui au sourire huileux, à la poignée de main qui s'éternisait lorsqu'il félicitait Ethan d'être l'homme de la maison après le départ de papa. Ethan plaqua l'enregistreur sur le siège passager si fort que les piles sautèrent à nouveau. Il s'en fichait. Qu'il se casse. L'ours le fixa, les yeux vitreux, la tête penchée. Un cadeau d'anniversaire de Dal. Un jouet secret. Un tour. La voix d'Allan sur la cassette. La peur d'un enfant imprégné de vieux rembourrage. Il tourna le contact. Le moteur gronda sous ses bottes. Les phares peignirent le terrain vague d'un jaune froid. Il attrapa son téléphone. Son pouce planait au-dessus de maman. Il imaginait son visage lorsqu'elle ouvrirait la porte. Son peignoir, le léger glissement de sa voix lorsqu'elle prononçait encore le nom d'Anna comme si cela allait lui casser les dents. Il ne pouvait pas. Pas encore. Pas avant d'en être sûr. Alors il prit la voiture. Pas chez lui. Pas jusqu'à l'ancienne maison d'Allen, à 2 villes de là. Pas encore. Il avait besoin de voir sa chambre. Son ancienne chambre aussi. Il arriva dans l'allée de sa mère vers 2 heures du matin. La lumière du porche vacilla une fois, puis s'éteignit comme si elle savait qu'il arrivait. À l'intérieur, la maison était silencieuse mais animée, le bourdonnement du réfrigérateur, le faible sifflement statique de la vieille télé allumée pour lui tenir compagnie. Il retira ses bottes et se faufila dans le couloir. Son ancienne chambre était à moitié vide, maintenant. Des cartons, de vieux manteaux, une pile de vieilles poupées d'Anna dans un bac en plastique qu'elle ne quittait plus. Ethan s'assit au bord du lit qui n'avait plus été le sien depuis 10 ans. Il posa l'ours sur ses genoux et effleura les points de suture rose délavés. « Je vais te retrouver, mon petit, murmura-t-il. Et s'il respire encore, je vais le faire s'étouffer avec ce qu'il a fait. » Ethan dormait à peine. Il était allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond, l'ours calé au creux de son bras, comme s'il avait 7 ans à nouveau. Pas 25 ans avec une épaule douloureuse et des souvenirs encore plus sombres. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il l'entendait. Silence, mon petit. Plus de maman. La voix d'Allan se dissimulait sous le murmure d'Anna comme une tache de pourriture sous une couche de peinture fraîche. Il repassa la cassette dans sa tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Chaque clic, chaque souffle, chaque léger bruit sourd de la voix d'Anna effleurant le tissu. Lorsque l'aube perça les stores, il avait pris sa décision. Il ne demandait rien. Il n'attendait rien. Il allait chez Allen. Il trouva sa mère dans la cuisine, les cheveux relevés en chignon, la robe pendante sur une épaule. Elle mélangeait de la crème en poudre dans du café rassis, fredonnant un air qu'elle ignorait probablement être une berceuse. Anna chantait pour cet ours. Elle sursauta légèrement en le voyant là, l'ours blotti sous son bras. Son regard se posa sur lui, le détourna trop vite. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. Ethan ne répondit pas. Il ouvrit le réfrigérateur, sortit le lait, le renifla au aigre et le jeta directement à la poubelle. Maman tressaillit au bruit. Elle serra sa tasse contre elle comme si c'était la dernière chose chaude qu'elle avait. « Tu n'aurais pas dû ramener ça ici, » dit-elle. « Tu sais que je ne peux pas. Ce n'est pas bon pour nous, Ethan. » Il posa l'ours sur le comptoir, entre eux. Il le retourna, effleurant du pouce le fil que sa mère avait cousu tant d'années auparavant. « C'était dans la maison de Dal, » dit Ethan, calme comme s'il lui parlait d'un bulletin météo, dans une boîte sous son lit. Elle le fixa du regard et déglutit. Sa gorge se serra comme si elle allait cracher de vieux mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis 16 ans. « Ça ne veut rien dire, dit-elle d'une voix cassante.
Dal a été bon avec nous. Il nous a aidés. Regarde, il le lui a offert. Maman, pour son anniversaire. Le ton d'Ethan se brisa alors, mais il se força à redescendre. Tu te souviens avoir brodé son nom dessus toi-même. Ses yeux se sont mis à pleurer, mais elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas attrapé l'ours. Je ne veux pas l'entendre, Ethan. On l'a déjà fait. Tu l'as déjà fait. Fouiller dans de vieilles boîtes, parler à de vieux voisins, poser des questions qui ne mènent nulle part. Ça va quelque part, lança-t-il. Il sortit l'enregistreur de sa poche et le laissa tomber à côté de l'ours si violemment qu'il heurta le formica. Ses yeux s'écarquillèrent l'espace d'une seconde. Qu'est-ce que c'est? Il appuya sur lecture. Des parasites. Puis la voix d'Anna. Minuscule, granuleuse, vivante. Si tu trouves mon ours, dis à maman que j'ai été sage. Puis le murmure. Silence maintenant, petit. La menace d'Alan transparaît. La main de sa mère se porta à sa bouche. Elle se détourna, plaqua sa paume contre le réfrigérateur, comme si elle en avait besoin pour se tenir debout. Tu as tort, dit-elle d'une voix étouffée, presque suppliante. C'est une voix d'enfant. C'est possible. Tu ne sais pas. C'est elle, maman. La voix d'Ethan baissa. C'est elle et c'est la voix d'Allen derrière elle. Elle secoua la tête. Il fait partie de la famille. Il était comme de la famille. Oui, comme de la famille. Ethan attrapa l'enregistreur et le remit dans sa poche. Je vais vers lui. Tu ne le feras pas, dit-elle. Elle se retourna, les yeux vitreux. Tu vas le quitter. Tu vas encore te briser le cœur. Tu vas rentrer et te saouler comme la dernière fois. Il laissa échapper un rire si amer qu'il fit craquer l'air vicié de la cuisine. Je ne suis plus cet enfant. Il attrapa l'ours sur le comptoir. Alors qu'il se tournait vers la porte, elle lui saisit le poignet de ses doigts osseux et froids qui essuyaient les larmes du visage d'Anna. Ethan, s'il te plaît. S'il sait où elle est, si sa voix est complètement muette, si elle est partie, dit Ethan d'une voix ferme, je veux l'enterrer comme il faut, pas dans la cave d'Allen. Il retira doucement sa main. Elle ne l'arrêta pas lorsqu'il sortit. La maison d'Alan Whitmore était à 20 minutes de là, sur de vieilles routes départementales, au-delà de la limite défraîchie de la ville, là où les champs se transformaient en bois clairsemé. Une maison de ranch trapue, le toit affaissé, un vieux camping-car rouillé devant comme une pierre tombale annonçant des jours meilleurs. Ethan s'était garé 2 maisons plus loin, moteur coupé. Il observait les lieux à travers le pare-brise sale, assis nu, comme une seconde perdue. Pas de lumière, pas de mouvement. Si Alan était là, il le saurait bien assez tôt. Il sortit, ses bottes crissant le gravier, le cœur battant si fort qu'il se demanda s'il l'entendait à travers le bardage. Il s'approcha du porche, la peinture s'écaillait, les vieux carillons s'agitaient dans la brise. Il frappa 1 fois, 2 fois. Pas de réponse. Il essaya la poignée. Verrouillé. Compris. Il fit le tour du côté. Il sentit une odeur de cigarette froide s'échapper par la porte du garage entr'ouverte. À l'intérieur, il l'entendit, une toux étouffée. Un grincement de pieds de chaise. Alan était rentré. Ethan serra l'ours plus fort. Il poussa lentement la porte, les vieilles charnières hurlant comme si elles le dénonçaient. Alan était assis à une table pliante près de l'établi, les manches retroussées, les ongles couverts de graisse, une bière fraîche suintant devant lui. Ses yeux se levèrent, pâles, perçants, et pendant une demi-seconde, sans surprise comme s'il avait su qu'Ethan allait venir. Eh bien, si ce n'est pas le fils Keller, dit Alan d'une voix rauque. Il leva la bouteille pour un toast moqueur. Tu ressembles à ton père. Le regard méchant, la même rancœur. Ethan ne s'assit pas. Il ne sourit pas. Il tendit l'ours, le tenant par la patte comme un cadavre. Pourquoi était-ce dans la maison de Dal?
Les yeux d'Alan frémirent une seule fois, légèrement. Puis son sourire s'élargit, tout en dents pourries et fausse chaleur. Ça, c'est une histoire, dit Alan d'une voix douce comme l'huile. Pourquoi n'entres-tu pas, mon garçon? Ferme cette porte. Toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Le sourire d'Alan Whitmore restait grand, mais son regard restait froid. Il s'adossa à la chaise pliante. Une botte appuyée sur le pied de la table, la bouteille moite dans sa paume. Ethan ne bougea pas de la porte du garage. Il tenait l'ours à ses côtés, sans le laisser pendre, le fil effleurant ses jointures, les fourrures bon marché humides là où sa prise s'enfonçait. « Tu veux me dire ce que tu fous ?» demanda Ethan d'une voix neutre. Le sourire d'Alan se fendit d'un cheveu. « Tu as un ton vraiment désagréable, mon garçon. Ta mère t'a appris à parler ouvertement aux hommes assez vieux pour t'enterrer ?» Il vida la bouteille, la posa doucement, prudemment, comme s'il pesait le mot suivant. Dal était un homme bien, dit Alan. Un bon voisin. Cet ours n'était rien. Juste un jouet d'enfant mêlé à de vieux objets. Ethan entra, les épaules carrées, ses bottes raclant le béton taché d'huile. C'était ma sœur. Elle a couché avec cette chose toutes les nuits jusqu'au jour où elle a disparu. Alan émit un rire bas et laid. Tu as vraiment la mémoire courte pour les détails, hein? Peut-être que cette petite morveuse s'est égarée, comme on l'a dit. Peut-être qu'elle a laissé l'ours derrière elle. Peut-être que Dal l'a gardé parce que ta mère ne voulait pas le voir pourrir sur le trottoir. Ethan a claqué l'enregistreur sur la table si fort que la bouteille de bière d'Alan a tremblé. Alors, c'est quoi ça? Hein? Tu veux me dire pourquoi ta voix est là? Pourquoi tu murmures à ma sœur de se taire? Les yeux d'Alan se posèrent sur l'enregistreur. Un tic au coin de sa bouche disparut en un clin d'œil. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, les mains jointes comme un prêtre sur le point d'entendre une confession. « Tu ne sais pas où tu mets le doigt, mon garçon, dit-il d'une voix basse. Parfois, les enfants mentent. Parfois, ils inventent des histoires. Parfois, ils mettent des choses à l'envers. Tu crois connaître ma voix après toutes ces années? Tu crois pouvoir prouver quoi que ce soit? » La poitrine d'Ethan brûlait. Il sentait l'acide dans sa gorge. « Je n'ai pas à te le prouver, » cracha-t-il. « Je le prouverai aux flics. » Alan rit, le ventre plein, ses aboiements aigus résonnant sur les murs en parpaing. « Oh, les flics. Tu crois qu'ils t'écouteront après 16 ans où ta mère a pleuré devant tous les badges du comté? Tu crois qu'ils vont gâcher un dossier sur la vieille boîte à ferraille d'un mort et un jouet cassé? » Il resta immobile, les paumes à plat sur la table, les yeux rivés sur Ethan. « Tu n'as aucune affaire, aucun corps, aucune preuve. Tout ce que tu as, c'est cet ours et la triste petite cassette d'une petite fille triste qui s'est probablement égarée et est restée figée dans un fossé pendant que tu regardais des dessins animés. » La mâchoire d'Ethan se serra si fort qu'il claqua des dents. Il imagina le visage d'Anna, flou à présent la photo sur le dépliant disparu qui traînait dans un tiroir, à la maison, sous une pile de billets que sa mère n'avait jamais payés. Il imagina ses doigts effleurant une fourrure bon marché, murmurant des secrets à une peluche qui, pensait-elle, pourrait la protéger quand personne d'autre ne le faisait. « Où est-elle » demanda Ethan. Plus d'aboiements. Bas, voire dangereux. Alan ne broncha pas. Il ne scia pas, « Tu crois que je sais? Si c'était le cas, tu crois que je te le dirais après le coup de dalle? Bon sang, tu crois qu'il m'a tout dit? Ta sœur était partie depuis longtemps quand je suis venu nettoyer son bazar. » L'estomac d'Ethan se retourna. La façon dont Alan prononça « nettoie » lui donna la chair de poule. « Espèce de merde » dit Ethan. Ses jointures blanchirent autour du bras inerte de l'ours. Le sourire d'Alan s'effaça, une vilaine fissure où ses dents jaunissaient dans la pénombre. « Vas-y, mon garçon » dit Alan. Il fit le tour de la table lentement et largement. « Frappe-moi. Montre-moi que tu es le fils de ton père. Casse-moi la mâchoire. Voici ça ramène ta petite sœur.
Il se tenait assez près pour qu'Ethan puisse sentir l'odeur de la fumée rance et de la bière bon marché. L'espace d'un instant, Ethan eut envie de frapper. Il voulait écraser son poing dans les dents d'Allen, sentir l'os céder, voir son sourire s'ouvrir pour de bon. Mais le murmure d'Anna était toujours là. « S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. » Ethan se força à reculer d'un pas. Il glissa l'enregistreur dans sa poche, d'un geste lent et délibéré. Alan le regarda disparaître, les yeux plissés juste assez pour montrer qu'il aurait voulu avoir cette cassette dans sa main ou l'écraser sous sa botte. « Tu peux rester planté là, bombant le torse autant que tu veux, » dit Alan. Il pointa un doigt sur la poitrine d'Ethan, assez près du tissu de grès. « Mais si tu vas voir la police, tu vas encore embarrasser ta pauvre mère. Tu vas la faire pleurer à la télé. Tu vas déterrer cette tombe qu'elle s'est construite juste pour pouvoir dormir la nuit. C'est ce que tu veux. » Ethan ne répondit pas. Il frôla Allen, son épaule heurtant sa clavicule juste assez fort pour entendre un grognement. À mi-chemin de la porte, la voix d'Alan le suivit. « Continue à frapper comme ça, mon garçon. Tu vas découvrir qu'il y a pire qu'une petite fille perdue. Va-t'en tant que tu le peux encore. » Ethan s'arrêta sur le seuil, le dos tourné. Il serra l'ours sous son bras, la patte cousue rugueuse sous son pouce. « Tu aurais dû le brûler, Alan, » dit-il d'une voix froide. « Tu aurais dû tout brûler. » Il sortit dans la lumière pâle du jour. Dans le garage, Alan ne le suivit pas, mais Ethan sentit ses yeux lui brûler le dos comme une malédiction. Il ignorait où il irait ensuite. Il savait seulement qu'il ne s'arrêterait pas. Ethan avait à peine parcouru 3 kilomètres qu'il dut s'arrêter. Le vieux camion grondait sur le bas-côté tandis qu'il était assis là, le front collé au volant, l'ours coincé entre le tableau de bord et ses côtes comme s'il pouvait l'empêcher de trembler. La voix d'Alan résonnait dans son crâne comme des cafards. « Vous n'avez aucun dossier, aucun corps, aucune preuve de... » Il l'avait vu dans les yeux d'Alan, cette lueur de panique quand Ethan avait dit « policier ». Un masque qui glissait juste assez pour laisser entrevoir la crasse en dessous. Il n'avait pas tort sur un point. Ethan ne pouvait pas entrer au poste avec un ours mort et une cassette bon marché. Il sourirait, hocherait la tête, appellerait peut-être sa mère pour lui dire de l'occuper, de le faire taire. Il lui fallait donc plus. Quelque chose de concret. Quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. Il souleva l'ourson du tableau de bord et le retourna dans ses mains. Son pouce traça les coutures rugueuses. Son nom était encore accroché à la fourrure bon marché après toutes ces années. Il rouvrit le magnétophone. La petite voix d'Anna grésilla. « Silence maintenant, mon petit. » Plus jamais, maman. Derrière ce murmure, un léger choc, comme si quelque chose avait heurté du bois. Il rembobina, le remit en marche. Là, ce bruit sourd. Puis un léger bourdonnement. Pas de la part d'Anna. Pas la menace d'Alan non plus. Il monta le volume. Des parasites sifflèrent. En dessous, un clic, un grincement, un gond de porte. C'était là, et c'était parti trop vite. Il jura dans sa barbe, referma le magnétophone. De retour sur la route, il se mordillait l'intérieur de la joue jusqu'à l'os, essayant d'assembler les morceaux qui ne voulaient pas rester immobiles. Dal et Alan, l'ours, la voix. Si Anna était chez Dal, pourquoi la voix d'Alan? Pourquoi Alan l'aiderait-il? Pourquoi garder l'ours toutes ces années? Son esprit tournait en rond jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose de solide, un souvenir de ses 10 ans, 2 mois après la disparition d'Anna. Sa mère au téléphone dans la cuisine, chuchotant à un détective tandis qu'Ethan était assis à table en faisant semblant de ne pas écouter. Les blancs ont ce vieux hangar près de la clôture arrière. C'est vrai. C'est ce que le fils du voisin a dit. Il a vu des lumières là-bas. Les policiers avaient vérifié. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Rien, madame. Juste de vieux outils et des pots de peinture. Mais Ethan se souvenait d'Alan toujours présent dans ce hangar, retirant les bâches des vieux vélos, empilant des cartons dans le pick-up rouillé de Dal. Il lui lançait des barres chocolatées, lui faisait des clins d'œil comme s'il partageait un secret. Les mains d'Ethan serrèrent le volant jusqu'à ce que ses jointures craquent.
Il fit demi-tour avec le camion, si fort que du gravier cracha derrière les pneus. Le hangar avait disparu depuis longtemps, démoli lorsque le propriétaire avait acheté la maison de Dahl l'année dernière. Mais peut-être qu'un morceau en restait enfoui dans la terre derrière cette clôture pourrie. Si Alan l'avait caché là autrefois, peut-être y avait-il caché autre chose. Le soleil était bas lorsqu'il s'arrêta de nouveau derrière la maison vide de Dahl. Le camion du propriétaire avait disparu. Personne ne le regardait cette fois. Il coupa à travers la cour, ses bottes s'enfonçant dans les feuilles humides et la boue à moitié gelée. La clôture arrière s'affaissait encore sous le poids des vignes mortes. L'endroit où se trouvait autrefois le hangar n'était plus qu'un morceau de terre aplatie. De vieux blocs de béton à moitié enfouis dans le sol comme des dents pourries. Il s'agenouilla, les paumes sur la terre froide, ferma les yeux. La voix d'Anna résonna à nouveau dans sa tête, « S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. » Et elle passa ses doigts dans la terre jusqu'à ce que ses ongles se déchirent. Rien que des cailloux et de vieilles racines. Il lui fallait quelque chose de plus tranchant. De retour à son camion, il attrapa le démonte-pneu derrière le siège, se laissa tomber à genoux et souleva le sol comme un pilleur de tombes. Le premier bloc de béton roula sous sa botte. En dessous, de la terre humide, du gravier meuble, et autre chose. Du métal. Il s'y agrippa, les doigts engourdis. Un coin d'acier rouillé. Il se pencha en arrière, cala le démonte-pneu en dessous et fit levier. Fierté? Un coffre-fort cabossé, peut-être de la taille d'une boîte à lunch, couvert de rouille. Pas de clé. Un cadenas bon marché s'était cassé il y a longtemps. Il le força avec la pointe du démonte-pneu. À l'intérieur, des polaroïds jaunis, un rouleau de vieux ruban adhésif cassant et écaillé. Et en dessous, un élastique à cheveux de fil d'un rose délavé, une perle en plastique bon marché en forme d'étoile. Celle d'Anna. Il l'avait reconnue à la seconde où il l'avait vue. Elle l'avait portée à son anniversaire. Il se souvenait de l'avoir pincée dans ses cheveux pendant qu'elle soufflait les bougies que Dahl avait allumées pour elle. Il s'était assis sur ses fesses, le souffle suspendu dans l'air froid. Il y avait plus. Le ruban adhésif, fragile mais peut-être récupérable, et les photos ou les ombres floues d'un visage d'enfant, un coin exigu avec des boiseries. Dans le coin de l'une d'elles, un morceau de la botte d'Alan. Il reconnut l'orteil éraflé, les lacets bizarres qu'Alan se vantait de bien serrer. Ethan referma la boîte, la serrant contre sa poitrine comme si elle risquait de lui glisser entre les côtes s'il la lâchait. Alan mentit. L'ours n'était rien. Le ruban adhésif n'était rien, et ce vieux jardin en terre battue n'était rien non plus. De retour au camion, il posa la boîte sur le siège à côté de l'ours. Il sentait le regard fixé sur lui, son nom brodé en rose délavé, son petit visage fantôme sur les polaroïdes, la botte d'haleine dans un coin comme une empreinte digitale dans le ciment frais. Ethan démarra le moteur. Si Alan pensait avoir tout enfoui dans ce jardin, il se leva. Ethan n'avait plus 9 ans. Ethan était assis dans le camion, le coffre-fort sur le siège passager, l'ours calé à côté, tel un témoin silencieux. Dehors, le ciel était d'un gris terne qui annonce la pluie, mais qui n'a pas encore pris sa décision. Les photos étaient éparpillées sur le tableau de bord, des formes floues, les petites épaules d'un enfant, le bord d'une couverture sale. Dans un coin, la botte d'haleine, impeccable. Même lacet bizarre. Même cuir éraflé. Il prit une photo de chaque polaroïde avec son téléphone, un par un, puis rangea les originaux dans la boîte. Il glissa l'élastique dans la poche de sa veste, bien au chaud contre sa poitrine. L'espace d'une seconde, il envisagea de filer droit au commissariat, de le plaquer sur le comptoir et de le fourrer dans la main d'un inspecteur, mais son estomac se serra. Ils avaient bloqué sa mère pendant des mois. Ils avaient dit qu'ils avaient cherché, qu'ils garderaient le dossier ouvert. Et comme personne ne s'était présenté, ils l'avaient clos d'un coup de fil poli. Probablement errant. Probablement un accident. Il classerait son ours comme preuve non fondée. Sa cassette sous, ne peut confirmer. Et Alan glisserait les mains dans ses poches, affichant ce sourire pourri, jurant que l'ours était un vieux souvenir,
un trophée de deuil pour son frère décédé. Il avait besoin de quelqu'un pour le brûler à tel point que le département ne pourrait pas l'enterrer. Il pensa à un nom, Élie Mazour. À l'époque, c'était l'inspectrice débutante qui avait recueilli la déposition de sa mère sur le porche. Celle qui avait glissé une brique de jus à Ethan quand les agents ne regardaient pas. Elle avait tenu peut-être 1 an avant d'être mutée. Elle en avait probablement assez de voir ses patrons balayer leurs cauchemars sous un tapis bon marché. Elle falsifiait désormais les assurances, travaillait dans un bureau en ville, portait des costumes impeccables et des talons aiguilles. Mais de temps en temps, son nom apparaissait dans des émissions policières locales lorsqu'une famille la convoquait pour réexaminer le dossier. Ethan trouva son numéro en ligne en moins de 5 minutes. 2 sonneries et sa messagerie se déclencha. Ici l'inspecteur Mazet. Ou juste Élie si vous préférez. Laissez tomber. Il raccrocha. Recomposa. 3e sonnerie. Toujours rien. Il vérifia l'heure. L'heure du déjeuner était proche. Peut-être serait-elle dans ce restaurant près du tribunal où tous les anciens policiers du comté mangeaient comme s'ils étaient encore salariés de la ville. Il démarra le moteur, la pluie tapant doucement sur le pare-brise. Poli, froid, la patte cousue de l'ours effleura le levier de vitesse lorsqu'il passa la vitesse. Il la trouva à la seconde où il franchit la porte, banquette arrière, seul, un demi-sandwich abandonné sur une assiette ébréchée. Elle avait le même regard, fatigué mais vif, les cheveux plus foncés maintenant, une mèche grise tirée derrière son oreille. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit debout, quelque chose brilla sur son visage. Reconnaissance, puis prudence. Ethan Keller, dit-elle d'une voix neutre, mais sans amertume. Je serai damné. Il se glissa dans la cabine en face d'elle, le coffre-fort heurtant le siège à côté de lui. Élie observa ses yeux, pas le coffre. Tu travailles toujours sur les toits, demanda-t-elle, un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Parfois, dit Ethan en poussant l'enregistreur sur la table. Mais tu as autre chose? Elle n'y toucha pas encore. Elle haussa juste un sourcil. C'est à propos d'Anna, demanda-t-elle doucement. Le nom lui fit l'effet d'un poids. Ethan hocha la tête. Dal Whitmore est mort. Je débarrassais sa maison pour le propriétaire. J'ai trouvé son ours sous son lit. Je l'ai ouvert. C'était à l'intérieur. Elle tendit alors la main, effleurant l'enregistreur comme s'il allait la mordre. Tu y joues déjà, demanda-t-elle. Il laissa échapper un rire sans humour. Environ 100 de fois. Elle cliqua. La petite voix d'Anna emplit le vide entre leur tasse et la bouteille de ketchup. S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. Puis le lapsus. Silence, mon petit. Plus de maman. Les yeux d'Élie se levèrent brusquement, fixés sur lui. C'est Alan, demanda-t-elle. Ethan poussa la boîte vers elle, ouvrit le couvercle. Elle vit les photos, l'élastique à cheveux bon marché. Elle souleva le polaroid avec la botte et le retourna à la lumière. Je me souviens de l'anniversaire de ce gamin, murmura Élie. Tu étais là. Le clown, les ballons, la moitié du pâté de maison est passé. Je me souviens aussi des bottes. Son pouce effleura le bord de la photo. Elle ne demanda pas la permission, la glissa simplement dans une pochette plastique de son sac à main. Une vieille habitude. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, dit-elle à voix basse. C'est suffisant pour l'enterrer, dit Ethan, ses jointures élargies sur le bord de la table. Elle secoua la tête. C'est suffisant pour l'effrayer, pour le rendre désespéré. Ethan se pencha, les yeux rivés sur elle. Bien. Élie soutint son regard. Puis elle se rassit et expira lentement. Très bien, je vais ressortir le vieux dossier. Je demanderai une faveur à un juge. Si Alan éternue devant un mandat, il saura que je suis sur lui. Elle jeta un coup d'œil à l'ours qui sortait de son sac. Ne quitte pas cette chose des yeux, dit-elle. C'est ta chaîne, ton écho. Si tu la perds, elle meurt à nouveau.
Ethan sentit quelque chose se détacher dans sa poitrine. Pas de soulagement, pas encore, mais une lueur d'espoir assez vive pour briser 16 années de pourriture. Dehors, la pluie se fit régulière. Alan se croyait probablement en sécurité, mais ce nom brodé sur une fourrure bon marché et cette petite voix enregistrée sur une vieille cassette affirmaient le contraire. Ethan n'avait pas prévu de dormir, mais peu après qu'Ellie eut quitté le restaurant, il s'endormit dans la cabine de son camion. La pluie ruisselait sur le toit, l'ours blottit sur le siège passager comme un chien de garde silencieux. Il fut réveillé par un coup à la vitre. L'espace d'une demi-seconde, il crut que c'était encore Ellie. Ce n'était pas le cas. Le visage pâle d'Alan Whitmore apparut à travers la vitre tachée de pluie, son sourire en coin et ses yeux froids comme la boue de janvier. Ethan se redressa brusquement, cherchant à tâtons l'enregistreur sur le siège. Alan tapota à nouveau la vitre. Deux coups lents et polis, comme s'il était le maître du terrain. « Ouvre, mon garçon !» cria Alan par la fente. Dormir dans la rue, c'est pas bien vu. Ethan ne bougea pas. Il laissa la fenêtre fermée. Moteur coupé, portière verrouillée. Il se doutait qu'il ne frapperait pas le premier. Alan se pencha, son souffle embuant la vitre. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Ethan entr'ouvrit la fenêtre de 5 centimètres. La pluie gicla à l'intérieur. La voix d'Alan résonna aussi glissante qu'une huile. « Tu fais beaucoup de grabuge, » dit Alan. Ellie Mazet, elle joue toujours les détectives pour les causes perdues. Mignon. Ethan regarda droit devant lui, la mâchoire serrée. L'ours était assis sur le siège entre eux. Le nom d'Anna s'estompa, mais resta clair sous la buée. Le regard d'Alan se posa dessus, puis revint à Ethan. « Je te l'ai dit, mon garçon. Va-t'en. » Les doigts d'Ethan tambourinèrent sur le volant. « Tu aurais dû tout brûler, Alan. Tu as laissé des morceaux. C'est ton problème. » Le sourire d'Alan s'étira. Plus que des dents, maintenant. Il y avait quelque chose d'aigrant dessous. Une lueur animale et acculée brillait dans ses yeux. « Écoute-moi bien, » siffla Alan. « Tu crois que cette femme va t'aider ? Elle n'arrivait pas à se remettre sur pied à l'époque. Que va-t-elle faire maintenant ? Exhiber à nouveau les larmes de ta mère aux informations. » Ethan sentit une chaleur lui monter au cou. Répète son nom une fois de plus. Alan l'ignora. Sa voix était devenue basse, un murmure à quelques centimètres de la vitre. Tu te prends pour un héros, hein ? Tu crois que tu vas retrouver cette adorable petite fille sous un vieux plancher ? Tu t'es déjà dit qu'elle ne voulait peut-être pas être retrouvée. La main d'Ethan sur le volant devint blanche. Alan se pencha plus près, le souffle court. Continue de creuser, mon garçon. Tu vas creuser la tombe de ta mère juste à côté d'elle. Ethan claqua la vitre si vite qu'Alan tressaillit, les jointures de ses doigts serrant la vitre. Le sourire d'Alan avait disparu, seul ce sourire étincelant, comme un chien sur le point de mordre. Il pointa un doigt vers Ethan à travers la pluie. Il tapota la vitre une fois, 2 fois, 3 fois. Puis il se retourna et disparut dans la bruine. Pas de manteau, juste sa chemise de flanelle collée à ses épaules voûtées. Ethan resta assis une seconde, la poitrine haletante. Puis il enclencha brusquement la marche avant. Il ne rentra pas chez lui. Il n'appela pas Ellie. Au lieu de cela, il indiqua la sortie de la ville avec le camion, 2 sorties après le restaurant, sur une route secondaire que personne n'empruntait, sauf pour chasser ou se cacher. L'ancienne propriété d'Allen, l'endroit qu'Ethan connaissait car, à 10 ans, Alan se vantait de la cabane de chasse où les citadins ne vous entendent pas crier. Ce n'était pas une blague à l'époque. Ce n'est plus drôle aujourd'hui. La bifurcation n'était qu'une éclaircie entre les arbres. 2 ornières boueuses serpentaient à travers les forêts, agrippant les portières du camion comme des griffes. Il éteignit les phares, avança lentement jusqu'à ce que la cabane apparaisse, un rectangle affaissé de contreplaqué et de tôle rouillée, à moitié englouti par les bois. La pluie avait cessé, mais le silence qu'elle laissait derrière elle était encore plus intense, comme si les arbres retenaient leur souffle.
Il sortit, un ours sous le bras, un enregistreur dans la poche. Il n'avait ni arme, ni plan, juste une promesse sous la langue. S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. Il s'avança sur le porche tordu. La porte pendait sur une gonde, sombre à l'intérieur, la moisissure et la pourriture s'échappant vers lui. Il alluma la lumière de son téléphone, un mince faisceau traversant de vieilles canettes de bière, un tas de bâches, un lit de camp cassé. Il avança lentement, ses bottes grinçant. Le faisceau capta quelque chose dans le coin le plus éloigné, une trappe, du contreplaqué affaissé sous un tapis délavé. Il tomba à genoux et repoussa le tapis. De la poussière maculait sa paume. Son cœur battait si fort qu'il crut réveiller la forêt entière. Il tira au coin. La trappe gémit, puis s'ouvrit avec un craquement sec. En bas, l'obscurité, une odeur de terre humide et d'haleine fétide. Il éclaira. Un vide sanitaire en terre battue, des poutres en bois soutenues par des clous rouillés, et quelque chose qui brillait à moitié enfoui dans la boue, un bracelet, des perles en plastique bon marché formant le nom Anna. Ethan en eut le souffle coupé. Il plongea la main dans le sable humide. Les perles étaient froides dans sa paume. Il les retourna. De minuscules lettres, des bricoles bon marché sorties du magasin de jouets à $1, à l'époque où Dal se faisait encore passer pour un simple voisin. Une planche craqua derrière lui. Ethan se figea. Un murmure de tissu, puis de métal froid dans sa nuque. La voix d'Haleine, douce, grave, méchante. T'aurais dû laisser tomber, mon garçon. Ethan n'osait pas respirer. Le métal pressé contre sa nuque était froid, ou le genre de froid qui transperce la peau et s'enfonce jusqu'aux os. L'haleine d'Alan lui chatouillait l'oreille. Raide et aigre, chargé de la morsure d'un whisky bon marché. Tu te prends pour un héros, siffla Alan. Fouiller dans des recoins qui ne sont pas les tiens, remuer ce que tu ne comprends pas. Les doigts d'Ethan se resserrèrent autour du bracelet qu'il tenait dans la paume. Les perles bon marché d'Anna, dont les lettres étaient si petites qu'elles disparaissaient s'il les serrait trop fort. L'ours gisait juste à l'intérieur de la porte où il l'avait laissé tomber, la patte cousue à peine visible dans la faible lumière du téléphone. L'enregistreur était toujours dans sa poche, pesant comme un battement de cœur. Il ne parvenait pas à se taire. Alan enfonça le canon plus fort dans la peau d'Ethan. Tu n'imagines pas à quel point ça va mal, dit-il d'une voix rauque. Tu crois que Dal était un monstre tout seul? Tu crois que je suis juste venu nettoyer son bazar? Cette fille, ta douce Anna, elle était à moi avant qu'il ne foute tout en l'air avec son cœur tendre. La poitrine d'Ethan se serra. La rage l'envahit si fort qu'il crut vomir. Alan se serra plus fort, de la salive giclant sur le cou d'Ethan. Tu sais comme c'est facile de taire une chose aussi insignifiante? Il suffit des bons mots, de la bonne peur. Un sous-sol et une porte verrouillée. C'est tout ce qu'il faut. Ethan serra les mâchoires si fort qu'il en eut mal aux dents. Sa main libre se glissa lentement vers sa poche. L'enregistreur, la voix d'Anna, le murmure d'Alan. Alan capta le mouvement et enfonça le canon dans l'épaule d'Ethan. Une douleur blanche lui traversa les yeux. Ne bouge pas, mon garçon, grogna Alan. Ne bouge pas. Quelque part au fond du vide sanitaire, de l'eau s'écoulait. Un tic-tac lent et régulier qui faisait battre le cœur d'Ethan comme un tambour dans sa gorge. Alan se pencha plus près, sa voix se transformant en sifflement. Elle est vivante, tu sais. Ethan s'immobilisa, le souffle court. Alan ricana d'un rire rauque et nauséabond. Oh, oui. Je ne pensais pas qu'on la garderait. Une petite créature si douce. Aussi silencieuse qu'une souris quand on promet qu'une maman est morte et que le monde extérieur va la dévorer vivante. L'esprit d'Ethan vacilla. Vivante. Vivante. Le bracelet s'enfonça dans sa paume. Les minuscules lettres d'Anna le blessèrent profondément. Alan recula d'un centimètre, tel un chat savourant sa proie. Où est-elle? Demanda Ethan. Sa voix était rauque, les mots s'égratignaient comme de la rouille. Le sourire d'Alan étincela dans l'obscurité. C'est presque ça.
Elle sait qu'il ne faut pas courir. Elle sait qu'il ne faut pas crier. La petite Anna a un nouveau nom maintenant. Un nouvel esprit aussi, une bonne courtière. La main d'Ethan trouva l'enregistreur dans sa poche. Son pouce actionna l'interrupteur. Un léger clic. Un léger sifflement d'électricité statique. Alan ne le remarqua pas, trop occupé à se pencher, les yeux brillants de méchanceté. Tu la veux à ce point, ricana Alan. Tu veux la ramener auprès de cette femme brisée que tu appelles maman? Elle ne te reconnaîtra même pas. Elle te crachera au visage si tu essaies de l'éloigner. Les mots frappèrent comme un coup de poing, mais ne terrassèrent pas Ethan. Ils le nourrissaient, lui donnaient une raison de haïr. Il prit une grande inspiration, puis projeta sa tête en arrière. L'arrière de son crâne frappa le nez d'Alan avec un craquement écœurant. L'arme s'écrasa au sol. Alan laissa échapper un grognement humide, les mains sur son visage. Ethan pivota, poing fermé, et enfonça ses phalanges dans le ventre d'Alan. L'homme recula en titubant, renversant le lit brisé avec fracas. Ethan plongea pour attraper le pistolet. Alan le plaqua de côté. Ils heurtèrent le plancher, la poussière crachant autour d'eux. Les mains d'Alan s'agrippèrent à la gorge d'Ethan, ses ongles lui fendant la peau, son souffle brûlant et rance. Ethan grogna entre ses dents serrées, sentit l'enregistreur bouger dans sa poche. La voix d'Anna, étouffée mais vivante, résonna entre eux, « S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. » Il rugit, frappa du coude les côtes d'Alan, sentit un os céder, entendit le vieux bâtard siffler. Le bracelet glissa de ses doigts et s'écrasa sur le sol. Le regard d'Alan s'égara. Un éclair de panique, de rage et autre chose encore, une lueur de peur. Où est-elle? Cracha Ethan, la langue pleine de crachats et de sang. Où est-elle? Les lèvres d'Alan se retroussèrent sur ses dents cassées. Tout près, siffla-t-il. Tellement près que tu pourrais lui dire bonne nuit. Ethan enfonça son poing dans la mâchoire d'Alan, une fois, deux fois, jusqu'à ce que l'homme s'affaisse, inerte, sur le sol. Il recula en titubant, le souffle court, la poitrine en feu. Le vide sanitaire s'assombrissait sous lui, avec une odeur de terre humide, de moisissure et de quelque chose de plus ancien. Il tomba à genoux et rampa par l'ouverture, la lumière de son téléphone se reflétant sur les poutres déformées et les briques en ruine. Au fond, une porte, petite, pourrie, maintenue fermée par un loquet rouillé. Les mains d'Ethan tremblaient tandis qu'il soulevait la barre. Les gonds grinçaient, puis cédaient. Une silhouette minuscule était recroquevillée sur un matelas nu. Des bras maigres serraient ses genoux contre sa poitrine, les cheveux emmêlés, la peau pâle, les yeux écarquillés mais vides. Le cœur d'Ethan cogna si fort contre ses côtes qu'il crut qu'il allait se briser. Il murmura son nom. Anna. Mais ses yeux ne changèrent pas. Ils ne clignèrent pas. Dans le silence, le magnétophone dans sa poche siffla la vieille voix d'Anna résonnant, métallique et faible, « S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. » La fille tressaillit, son regard se porta sur l'ours dans l'autre main d'Ethan, un ours en fil, la patte fermement cousue. Elle cligna des yeux. Une fois, deux fois. Un souvenir vacilla derrière ses yeux creux. Ethan tomba à genoux et brandit l'ours comme un radeau de sauvetage. « Salut, ma puce, dit-il d'une voix rauque. C'est moi. C'est Ethan. Tu connais ça, n'est-ce pas? Tu connais cet ours. » Elle ne dit rien, mais ses doigts se posèrent sur la fourrure décolorée. À l'extérieur de la cabane, le vent soufflait à travers les arbres. La pluie s'abattait à nouveau sur le toit en tôle. À l'intérieur, Ethan serra l'ours dans ses mains tremblantes. « Viens, Anna, murmura-t-il, la gorge serrée. Rentrons à la maison. » Les doigts d'Anna se contractèrent autour du cou de l'ours, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle clignait des yeux. Ethan resta à genoux, les battements de son cœur résonnant si fort qu'ils couvraient presque l'orage. Elle ne parla pas, ne broncha pas lorsque le tonnerre éclata, fixant simplement l'oreille usée de l'ours, les fils effilochés de son nom presque effacés par des années de peur et ses petites mains serrées. « C'est réel, »
murmura Ethan d'une voix rauque. Tu es réel. Je suis là, Anna. Tu m'entends? Sa bouche s'ouvrit, laissant place à un souffle fantôme. Son regard passa rapidement de lui à la porte du vide sanitaire, puis revint à l'ours. Comme un enfant qui fouille le placard à la recherche de monstres pour découvrir que le monstre vit dans le couloir. Il la ressentit alors, cette vieille culpabilité qui lui montait à la bile. 9 ans, un bol de céréales, des dessins animés bourdonnant en arrière-plan, le grincement de la porte d'entrée derrière lui. Il l'a enfoncé. Il n'en avait plus les moyens. Un ruisseau lui a fait tourner la tête. Derrière lui, le plancher de la cabane bougea. Des palans et lourds résonnèrent au-dessus du vide sanitaire, des bottes résonnèrent sur le bois pourri. Alan n'avait pas fini. Bien sûr que non. Ethan savait qu'un homme comme lui ne resterait pas en place facilement. Il se tourna vers Anna, les yeux toujours fixés sur l'ours, seul ancrage restant dans un esprit qu'Alan et Dal avaient passé 16 ans à broyer. Et, regarde-moi, mon petit. Ses yeux se levèrent, pâles, creux. Mais là, tu te souviens de ça, pas vrai? Il tapota la patte cousue de l'ours. Ton anniversaire. Maman a brodé ton nom. Tu l'as serré si fort qu'elle a dû te l'arracher juste pour le laver. Elle ne semblait pas l'entendre, mais son pouce effleura le fil. D'avant en arrière, d'avant en arrière. Dehors, une planche gémit de nouveau. Plus près, maintenant. Ethan fouilla dans sa poche, son pouce effleurant le bord fissuré de l'enregistreur. Clic parasite. Puis sa voix. Le vieux fantôme enfermé dans du plastique. S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. Anna halta, un petit bruit, plus instinctif que de mémoire, mais ses yeux se levèrent brusquement. Une étincelle, une fissure dans le mur qu'Alan créa. Ethan s'agenouilla plus près. L'enregistreur siffla de nouveau. La vieille menace d'Alan transparaissait. Silence, ma petite. Les épaules d'Anna tressaillirent. Sa main libre se leva comme pour se boucher les oreilles, mais elle resta suspendue dans l'air vicié, tremblant au-dessus d'eux. Des bottes s'écrasèrent sur le sol, plus près du trapor. Ethan éteignit l'enregistreur et lui attrapa le poignet, doucement mais fermement. Dis donc, tu es avec moi? On y va. Elle ne se débattit pas, ne hocha pas la tête non plus, se laissa simplement guider pour la relever du matelas, l'ours serré contre sa poitrine comme un bouclier. Il les fit reculer à travers le vide sanitaire, son ventre grattant la terre et les poutres brisées. Anna respirait faiblement dans l'obscurité derrière lui. Pas de pleurs, pas de panique, juste ce silence de mort qu'il détestait plus que n'importe quel cri. Il la poussa d'abord par la trappe. Ses genoux vacillèrent. Elle trébucha dans la pièce en ruine de la cabane, moisissure, vieille canette de bière, terre sous ses pieds nus. Ethan se hissa derrière elle au moment même où l'ombre d'Allen franchissait la porte ouverte. Fusil à pompe dans ses mains tordues, le nez encore tordu par l'endroit où Ethan l'avait cassé. Eh bien, dit Alan d'une voix rauque mais assurée. Regardez-moi cette réunion de famille. Il entra, le canon pointé vers le sol, nonchalant, comme s'il avait déjà fait ça, comme s'il était prêt à rester là toute la nuit s'il le fallait. Éloigne-toi d'elle, grogna Ethan. Il poussa Anna derrière lui, un bras tendu, l'enregistreur coincé dans sa poche arrière comme une lame cachée. Alan émit un rire qui fit paraître les murs plus petits. Pourquoi? Pour que tu puisses la ramener dans cette vieille maison triste? À cette femme sans valeur que tu appelles mère. Elle ne te reconnaîtra même pas, mon garçon. Elle ne se reconnaîtra pas elle-même. Ethan changea de position. Le souffle d'Anna lui frappa l'échine. Il sentit sa main agripper le dos de son t-shirt, ses doigts si serrés qu'ils transpercèrent le coton et la peau. Alan leva le fusil et pointa la poitrine d'Ethan. Tu crois qu'elle veut ça? Elle est en sécurité ici. À moi. Pas à toi. Pas à ta mère. À moi. Il s'approcha. Le canon flottait au-dessus de l'épaule d'Anna. Tu vas me tirer dessus, grogna Ethan. Vas-y,
espèce de vieux malade. Mais elle vient avec moi. Les dents d'Alan apparurent derrière ses lèvres gercées. Non, mon garçon. Elle ne l'est pas, il releva le canon. Ethan bondit. Le fusil de chasse grogna. Un tonnerre s'abattit sur le contreplaqué pourri. L'explosion frappa le mur juste à côté de l'épaule d'Ethan, projetant des éclats. Ethan frappa Alan du ventre avec son épaule, le projetant en arrière contre le chambranle brisé. Alan siffla. L'arme tomba. Le bruit s'abattit sur le sol, tournoyant sous le lit brisé. Ils s'écroulèrent ensemble. Poing, coude, une vieille haine se fit sentir. Les phalanges d'Alan craquèrent sur la tempe d'Ethan. Ethan sentit le goût du sang et le recracha au visage d'Alan. Derrière eux, Anna se tenait figée, l'ours serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés, l'enregistreur à moitié visible dans la veste d'Ethan. Les doigts d'Alan agrippèrent la gorge d'Ethan. De la salive jaillit tandis qu'il sifflait, « Elle est à moi ». Ethan frappa à nouveau le nez d'Alan du front, entendit le cartilage craquer, sentit la prise d'Alan faiblir. Plus maintenant, grogna Ethan. Il arracha Alan de ses bras et se précipita vers le fusil, mais Anna arriva la première. Elle lâcha l'ours, attrapa le magnétophone et appuya sur lecture. La voix fantôme d'Anna emplit la cabane. « S'il te plaît, dis à maman que j'ai été sage. » Alan se figea. Son regard se posa sur elle une seconde. C'en était assez. Ethan attrapa le fusil, enfonça la crosse dans la mâchoire d'Alan. Le vieil homme s'effondra comme du linge mouillé, s'étalant à moitié inconscient sur le sol pourri. Anna se tenait là, nue, oubliée sur le sol, son enregistreur serré contre sa poitrine comme un radeau de sauvetage. Ses lèvres remuaient, aucun son, mais le mot était clair. Ethan. Il se releva en titubant, la poitrine en feu, le regard perdu. Il tendit la main vers elle, sentit ses doigts froids se refermer sur son poignet. « Allez, ma puce, murmura-t-il. Il est temps de rentrer. » Ils sortirent en titubant de la cabane juste au moment où la pluie laissait tomber ses dernières gouttes, le ciel s'ouvrant sur une aube fine et meurtrie. L'épaule d'Ethan palpitait à chaque battement de cœur, une profonde contusion se creusant là où la crosse du fusil d'Alan l'avait atteint avant la dernière ruée. La petite main d'Anna resta serrée autour de ses doigts, comme si elle ne faisait pas confiance à l'obscurité pour ne pas la retenir si elle la lâchait. Elle n'avait toujours pas dit un mot. Pas vraiment juste ce faible murmure de son nom lorsque la voix fantôme de l'enregistreur trancha ce qu'Alan avait implanté dans sa tête. Mais cela suffisait. Ils atteignirent le camion. Ethan la poussa, la souleva à moitié, pour l'installer sur le siège passager. Elle serrait l'enregistreur si fort que ses jointures semblaient exsangues. L'ours était de retour sur ses genoux, l'oreille d'un ours contre sa poitrine comme un battement de cœur. Il claqua la porte, fit demi-tour, démarra. Les phares traversèrent les arbres, frappèrent la porte pourrie de la cabane, et surprirent la silhouette voûtée d'Alan qui se traînait jusqu'au porche. Il s'appuya sur le cadre, la tête baissée, des crachats coulant de sa bouche pleine de dents cassées. Ethan le fixa une demi-seconde à travers la bruine sur le pare-brise. Les yeux d'Alan se levèrent, hébétés, encore en proie à une rage trop ancienne pour être jamais clarifiée. Ethan ne lui fit pas un doigt d'honneur, ne cria pas, ne lui lança pas un dernier mot. Il laissa le moteur répondre. Les pneus crachèrent de la boue et du gravier. La vieille cabane rétrécit dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'un amas de broussailles sombres et un point d'interrogation qui ne se refermerait jamais complètement. 2 heures plus tard, le bureau du shérif du comté avait la même apparence qu'il y a 16 ans, même marche fissurée, même panneau à la fenêtre invitant à respecter notre représentant de la loi. La seule différence, c'est que la gamine qui serrait l'ours dans ses bras n'avait pas 7 ans cette fois. Elle avait 23 ans, les genoux repliés à l'arrière de la voiture de patrouille de l'adjoint, fixant le fil rose sur la patte de l'ours comme s'il lui maintenait l'esprit. Élie Mazet les rejoignit sur le parking, la pluie dégoulinant de sa queue de cheval. Un coup d'œil au visage d'Ethan lui en dit assez. Un coup d'œil aux yeux écarquillés d'Anna, l'enregistreur serré dans ses mains, lui en dit plus. Tu l'as fait, souffla Élie d'une voix douce mais instable.
Bon sang, Keller, tu l'as fait. Les genoux d'Ethan fléchirent pour la première fois de la nuit. Il appuya une paume sur le capot pour rester debout. Attrape-le, grogna Teil. Il est dans cette vieille cabane de Birch Hollow, dans le vide sanitaire. Il respire encore. Le hochement de tête d'Ellie était sec, sa voix prenait déjà le ton froid et dur dont il se souvenait, lorsqu'elle n'était qu'une simple policière sur son porche. Je l'enterrerai, Ethan. Tu peux y compter. Ils firent entrer Anna à la hâte. L'enregistreur et l'ours, emballés comme des preuves sacrées mais suffisamment prêts pour qu'elle les voie, les suivirent. La voix d'Ellie était douce et apaisante, chaque mot rappelant que le cauchemar n'était plus un secret. Ethan suivit, l'épaule douloureuse, les poings encore à vif dans la mâchoire d'Alan. Dans une petite salle d'interrogatoire, Anna était perchée sur une chaise en métal, l'ours en équilibre sur ses genoux. Une adjointe posait des questions posées à voix basse, elle ne répondait pas. Juste un hochement de tête par-ci, un regard vide par-là. Puis Ellie poussa la porte, un presse-papier sous le bras. Elle fit un signe de tête à Ethan. « Tu veux bien t'asseoir avec elle ?» Il se laissa tomber sur la chaise à côté d'Anna. Le métal gémit sous son poids. Ellie posa l'enregistreur sur la table et le poussa vers les doigts agités d'Anna. « Tu sais qui c'est ?» demanda Ellie doucement. Anna cligna des yeux. L'oreille de l'ours effleura son menton tandis qu'elle hochait la tête. Sa bouche s'ouvrit d'abord sans un bruit, puis un grincement de mots. « Moi. » Ethan déglutit difficilement. « C'est vrai. Tu as toujours été sage, Anne. Tu m'entends ? Tu as toujours été sage. » Son regard se posa sur lui aux 2 secondes nettes où elle était là, la même petite étincelle qui lui avait demandé un jour de lasser ses chaussures avant la maternelle. Puis son regard se posa de nouveau sur l'ours, mais le crochet était là, le mur qu'Alan avait construit autour de lui se fissurait. Ellie serra l'épaule d'Ethan, son contact était ferme, la première chose qui ne lui avait pas semblé creuse depuis des heures. « Tu devras le répéter encore et encore, » lui dit-elle d'une voix basse. « Ça prendra du temps. »« J'ai le temps, » grogna Ethan. Ellie quitta la pièce. Dehors, le couloir bourdonnait de conversations radio aux confirmations qu'ils avaient retrouvé Alan là où Ethan l'avait laissé, suffisamment vivant pour être traîné à l'intérieur, menotté et inculpé pour des faits qui l'enterreraient plus profondément que le vide sanitaire ne l'avait jamais fait. Un agent se glissa à l'intérieur et offrit à Ethan de l'eau qu'il ne toucha pas. Anna ne regarda pas l'adjoint, juste l'ours, effleurant du pouce le nom brodé comme une prière. 1 heure passa avant qu'un coup ne brise le silence. La porte s'ouvrit. La mère d'Ethan entra, les cheveux en bataille, son manteau sur sa chemise de nuit. Elle s'agrippa probablement, prise de panique, à l'appel d'Ellie. Elle se figea sur le seuil. Anna leva les yeux, le regard éteint, mais lucide. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Anna murmura, doux et rauque comme le vent dans les feuilles mortes, le même mot qu'elle avait prononcé autrefois à travers la bourre et la fourrure bon marché, maman. Ce son brisa quelque chose en Ethan, qui lui fit du bien. Il n'essuya pas ses larmes cette fois. Il posa simplement sa paume sur l'épaule d'Anna et la sentit s'y pencher, 1 centimètre plus près, 1 centimètre plus loin de l'obscurité. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, un adjoint consigna l'enregistrement comme pièce à conviction. L'ours resta avec Anna. Il le ferait toujours. Un nom brodé d'un fil rose bon marché, le même fil qu'il avait ramené chez elle.